La ville-jardin, c'est de dire que la nature doit irriguer toute la ville, elle doit déborder des jardins et elle doit être présente partout. Depuis 2020, 5 ans et demi maintenant, on a doublé, les surfaces végétalisées en une seule mandature dans l'espace public parisien. Compter 170 000 arbres en 6 ans est venu notamment du fait que 170 000, ça correspond au nombre de naissances attendues pendant 6 ans, mais sinon ça n'a aucune base scientifique ou quoi. Disons que c'est vraiment un mot d'ordre de mobilisation. Simple fait qu'il y ait la présence de renards à Paris, soit au parc, au cimetière du Père-Lachaise ou bien encore sur la petite ceinture ferroviaire, ça montre que, la biodiversité se porte bien. Bienvenue sur Daily Green, le podcast dédié à la nature en ville. Je m'appelle Hicham Ndakla et toutes les 2 semaines, je vous invite à parcourir la ville et partager un moment avec celles et ceux qui font de nos villes des lieux plus vivants, plus verts, sensibles à la santé et à la cohésion sociale. Bienvenue sur Daily Green. Bonjour Christophe Najdowski. Je suis ravi de vous accueillir donc pour ce nouvel épisode. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes maire adjoint de Paris à la végétalisation des espaces publics, biodiversité et conditions animales. Comment allez-vous? Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation, je vais bien, merci. Super. Est-ce que vous pourriez vous présenter et le faire le plus librement possible pour ceux qui ne vous connaissent pas? Oui, je suis élu à la mairie de Paris et je suis adjoint à la maire de Paris, ce qui veut dire que je siège au conseil municipal et j'ai reçu une délégation de la maire de Paris sur, les questions de nature en ville et d'animal en ville et plus précisément donc, le titre de ma délégation porte sur la végétalisation de l'espace public, les espaces verts, la biodiversité ainsi que la condition animale. Très bien. Vous avez été justement, vous parlez de délégation, vous avez occupé différentes délégations à la ville de Paris depuis 2008, si je ne dis Oui, pas de bêtises, donc à la petite enfance, puis au transport et déplacement. absolument. Et alors à cette période-là, vous avez créé les quartiers verts, c'est ça, dans le 12e? Oui, entre autres, on a mis en œuvre aussi, le plan vélo de la ville de Paris. On a développé les transports collectifs avec des prolongements de lignes de métro et de tramway donc ça portait sur, beaucoup d'éléments mais sur les transports publics et sur le partage de l'espace public aussi, D'accord. Et beaucoup. maintenant, donc du coup, à la nature en ville, c'est quoi le fil rouge qu'il y a justement entre ces différentes missions et cette évolution depuis 2008? Bah, il y a une forme de continuité en fait parce que, en 2014, donc je suis devenu adjoint, d'Anne Hidalgo en charge des transports et de l'espace public et donc on a, comme je le disais à l'instant, mis en œuvre une politique de partage de l'espace public avec, la réduction de la place de la voiture, l'élargissement des trottoirs, le fait de développer un réseau cyclable dont on voit aujourd'hui d'ailleurs, quelles sont les conséquences en termes, d'explosion de la pratique et en 2020, dans la continuité donc, la maire de Paris m'a confié une délégation à la végétalisation de l'espace public et d'ailleurs, dans l'intitulé de ma délégation, ça vient en premier, ça vient avant les espaces verts et c'était à dessein, c'était pour montrer justement que ça devient une priorité, de végétaliser, la ville, de refaire venir la nature en ville et ça commence notamment par l'espace public, pas que, il y a aussi, la végétalisation des toits et des murs, de la capitale. Mais, l'idée c'est de dire prioritairement, on doit mettre l'effort et l'accent, et donc la priorité, oui, sur l'espace public, parce que c'est le lieu dans lequel aujourd'hui on va pouvoir adapter la ville aux, grands défis de notre temps et notamment les conséquences du changement climatique. Très bien. Si on revient un peu sur votre profil, d'où vient cet engagement justement, un engagement qui est dédié à la ville principalement, avec ses différents enjeux? Alors c'est d'abord venu, dans ma jeunesse, d'une préoccupation pour l'environnement et pour l'écologie. Moi, j'ai été étudiant au début des années 90 et on commençait déjà à parler à l'époque de la question, des émissions de gaz à effet de serre et du changement climatique, avec les conséquences que ça pouvait, avoir. Et donc j'étais sensible à ces questions et donc ça a fondé aussi, mon engagement, dans l'écologie à travers le parti vert et j'ai été élu,
d'abord en 2001 comme simple conseiller, municipal et puis en 2008, en devenant, adjoint sur différentes délégations et à chaque fois, j'ai essayé de mettre en œuvre, bah, non seulement bien évidemment le programme sur lequel on a été, élu, à Paris, mais aussi, quelque chose qui corresponde à mes valeurs et à mes convictions et à mon engagement en faveur de plus de nature et plus d'écologie. Est-ce que le fait d'avoir justement eu en charge la délégation de la petite enfance, des transports, est-ce que ça vient nourrir aujourd'hui, justement cette répartition de l'espace dédié à la végétalisation? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé en fait par une délégation, qu'on n'attend pas forcément, chez un élu écologiste, la petite enfance. Moi, je viens aussi du domaine de l'éducation. J'ai été, enseignant, professeur en lycée et en IUT pendant 20 ans et puis bon, j'ai la chance d'avoir aussi, 2 filles et donc Bertrand Delanoë, lorsqu'il était maire, avait voulu en quelque sorte casser les codes et confier, aussi, une délégation, qui normalement est plutôt attribuée à des femmes, et là, en l'occurrence, il voulait que ce soit un homme qui occupe, cette délégation. Il avait confié d'ailleurs, l'urbanisme et les transports à des femmes, hein et donc on était dans cette idée qu'il n'y avait pas d'assignation de genre à tel ou tel type de rôle ou de délégation et donc moi j'ai beaucoup appris à ce moment-là et puis j'ai essayé de mettre en œuvre aussi, des mesures, écolo, dans les crèches à travers notamment, la question du remplacement des biberons au bisphénol, dont on sait que c'est, un perturbateur endocrinien et on était revenu tout simplement à l'utilisation de biberons en verre, qui était beaucoup plus, sécure du point de vue de la santé environnementale. On avait remis en place, par exemple, des systèmes de couches lavables, pour ceux qui le souhaitent, hein, bien évidemment, parce que c'est aussi dans une logique, voilà de réduction de l'impact environnemental. On avait, voilà donc mis en place toute une série de démarches justement dans un monde qui était pas forcément, très réceptif au départ, mais qui a aussi, su, évoluer avec, son temps. Ça. Et ça s'est poursuivi après sur d'autres délégations qui sont effectivement plus attendues, comme les transports ou la végétalisation et qui correspondent effectivement aussi à des centres d'intérêt, très forts, chez moi. On peut lire sur le site de l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, dont Paris, est adhérent, que Paris, depuis une vingtaine d'années, inverse sa macadamisation. Donc la capitale change radicalement de modèle urbain. Hem, Quels sont les moments clés, de ce basculement, vers une ville plus nature et qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de cette transformation? Oui, je pense que cette transformation, en fait, elle est venue, graduellement, progressivement, mais il y a eu des marqueurs, et notamment, c'est quand on est confronté, en fait, à des événements climatiques extrêmes. On a eu à vivre un certain nombre de vagues de chaleur. Alors, rappelons-nous la fameuse canicule de 2003, qui avait d'ailleurs, entraîné, une vague de surmortalité, hein. On n'avait, pas du tout été, préparés à cette époque à affronter un tel événement climatique, extrême et puis on a vu ces dernières années, en 2019, 2022, même cet été en 2025, des vagues de chaleur successives, dont on sait qu'elles vont se multiplier, dont la fréquence va augmenter et dont l'intensité va augmenter aussi, on le sait absolument. Et donc ça, je pense aussi que, les citoyens, l'ont vécu aussi, je dirais, dans leur chair, et notamment, celles et ceux qui vivent en ville, où on a ce qu'on appelle, des phénomènes d'îlots de chaleur urbains ou encore de dômes de chaleur, où il fait encore beaucoup plus chaud quand on est justement confronté à ces vagues de chaleur. Quand on a des vagues de 40-42 degrés à Paris, ça devient extrêmement pénible de vivre, à Paris, en particulier pour, des personnes qui sont souvent d'ailleurs des personnes modestes, qui vivent aux derniers étages, d'immeubles haussmanniens où on a, des toits en zinc, qui, donc font, qui réverbèrent encore plus la chaleur et dans lesquels donc on peut avoir des appartements, où il fait extrêmement chaud et où la température ne baisse pas, la nuit et donc on est, je dirais aussi face à une prise de conscience, qui s'est faite aussi au fur et à mesure que, l'impact, du dérèglement climatique se faisait sentir dans nos villes
et aujourd'hui, on est beaucoup plus prêt et il y a une acceptabilité sociale, on va dire, beaucoup plus forte à prendre des mesures, importantes et impactantes, en matière, d'adaptation et la végétalisation est peut-être la mesure, en tout cas une des mesures principales qu'on peut utiliser pour adapter nos villes, aux, conséquences du changement climatique et donc c'est dans ce cadre-là que s'est fait aussi, cette action qui est devenue d'ailleurs une priorité politique depuis 2020. Vous avez pris vos fonctions en 2020. Est-ce qu'après 6 ans aujourd'hui, votre état d'esprit a changé, sur ce sujet-là, ou pas? Bah, on est confronté, à une réalité qui est celle du changement climatique, du réchauffement global, et de ces conséquences dont on sait qu'elles vont, aller en s'accentuant. Et de ce point de vue-là, j'ai envie de dire qu'on est dans une forme de course contre la montre, en fait. C'est-à-dire que nos villes aujourd'hui, et notamment pendant des décennies et ça fait référence aussi à des podcasts que vous avez, eus sur l'urbanisme, il y a avec d'autres intervenants, qui ont parlé aussi de ces sujets. Pendant des décennies, elles ne se sont pas du tout préparées à ce scénario-là. Il y a eu, l'adaptation, des villes, à la voiture avec, le fait de considérer que, les rues devaient être, simplement des endroits où on devait maximiser des flux de véhicules motorisés. Il y a eu, des arbres qui ont été coupés. L'atelier parisien d'urbanisme, qui est le bureau d'études, de la ville de Paris, a montré qu'au XXe siècle, le nombre d'arbres à Paris avait diminué. Donc, au XIXe siècle, le baron Haussmann avait fait les grands travaux de Paris avec la création de grandes avenues plantées où il avait, planté énormément d'arbres, des dizaines de milliers d'arbres. Mais au XXe siècle, eh bien, le nombre d'arbres a diminué, dans Paris parce qu'il fallait élargir les voies de circulation et donc des alignements d'arbres ont même été, coupés à un certain nombre d'endroits et là, maintenant, on se rend compte que, on se retrouve donc avec, des villes qui risquent d'être, invivables et donc, il y a un impératif qui est de renaturer les villes, de faire revenir, la nature en ville et pour ça, il y a une urgence parce que, on voit que les conséquences du changement climatique, elles sont déjà, présentes et nous, notre réponse à Paris, ça a été de dire que, il faut aller vers ce qu'on appelle la ville jardin. Alors la ville-jardin, ça peut, paraître, être un oxymore parce qu'on est soit une ville, soit un jardin, mais on n'est pas les 2 en même temps et en fait, notre idée, c'est de dire que la ville-jardin, c'est une ville où on va pas simplement, avoir des jardins comme on l'a eu par le passé, où on a, des jardins qui sont, cantonnés, on va dire, dans certains espaces et puis, les autres endroits de la ville vont avoir d'autres fonctions. Mais là, l'idée, c'est de dire que la nature doit irriguer toute la ville, elle doit déborder des jardins et elle doit être présente partout, dans les rues, sur les places, sur les toits, sur les murs, et voilà et être, cet élément qui va venir irriguer, et être présent dans toute la ville et donc ça, c'est une réponse aussi pour faire en sorte que nos villes restent des villes, vivables et désirables pour ceux qui y habitent et en particulier, les plus vulnérables, d'entre nous, qui sont les personnes, en fait, les plus modestes, qui n'ont pas les moyens, de partir en vacances ou d'avoir une résidence secondaire pour être au frais, notamment quand il y a des vagues de chaleur, l'été et pour cela, et bien, il faut notamment travailler sur l'espace public. Parce que l'espace public, c'est un patrimoine et vous connaissez, la formule qui dit que, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Eh bien, on doit utiliser l'espace public comme un véritable service public et comme une forme d'équipement public, pour venir notamment, répondre aux aspirations et aux besoins, notamment en termes de rafraîchissement, de fraîcheur, pour les habitants et pour cela, l'arbre va être notre meilleur allié puisqu'on sait que l'arbre, c'est un climatiseur naturel, d'où notre ambition, de planter, et nous avons planté des milliers d'arbres dans les rues de Paris ces dernières années. J'ai même, c'est un petit peu prétentieux, mais bon, la prétention de dire que depuis 150 ans, depuis l'époque du baron Haussmann, on n'a jamais autant planté d'arbres dans les rues de Paris. Mais c'est un impératif, c'est pas simplement pour faire joli et parce que c'est plaisant,
Ça l'est déjà d'un point de vue esthétique, mais c'est aussi pour notre bien-être psychique, moi notre bien-être mental et aussi pour tous les services écosystémiques en termes de biodiversité et de rafraîchissement qu'apporte, l'arbre en ville. Voilà, donc c'est pas simplement une nécessité, c'est même un impératif, aujourd'hui et je crois que les citoyens aujourd'hui sont prêts, en tout cas à Paris, à ce que, eh bien, on aille dans cette direction-là et on l'a fait puisque, en 5 ans, depuis 2020, 5 ans et demi maintenant, on a doublé, les surfaces végétalisées en une seule mandature dans ce qui est dans l'espace public parisien. Alors justement, en parlant de la sensibilité citoyenne, vous avez lancé en mars 2025, une consultation, qui a été approuvée, pour végétaliser plus de 500 rues, dans la capitale. Donc, bon, l'adhésion a été notable puisqu'on était autour de 66, et en même temps, on pourra noter qu'il y a eu, un faible taux de participation. Comment expliquer un peu ces 2 chiffres? En mars 2025, il y a eu ce qu'on appelle une votation citoyenne. Où, on demande l'avis aux Parisiens, sur un sujet donné. Donc on en a déjà eu, 2 auparavant. La première avait porté sur la question de l'interdiction des trottinettes, électriques en libre service et ça avait été massivement approuvé à 90. La seconde sur la surtarification du stationnement des SUV, vous savez ces gros véhicules, lourds, et dangereux, qui sont présents dans les rues et là aussi il y avait eu une approbation, très majoritaire. Et cette troisième votation citoyenne, proposée par, Anne Hidalgo, portait sur la question de la végétalisation et de la piétonnisation, des rues avec, la proposition de piétonniser et végétaliser 500 rues supplémentaires à l'échelle de Paris, à un horizon de quelques années et il y a eu donc 56 000 Parisiens, qui se sont déplacés pour aller voter avec une approbation à 66, ce qui est quand même une indication qui est, très forte puisqu'il y a quand même une majorité nette qui se dégage en faveur de la piétonnisation et de la végétalisation avec derrière ce que ça veut dire, c'est-à-dire le fait de réduire aussi, la place, à la voiture de la voiture. Donc, maintenant, bien sûr, 56 000, on peut dire que ça représente, que quelques pourcents, des gens, mais bon, il faut voir aussi le contexte dans lequel ça se situe. C'est pas une élection, il y a pas des bureaux de vote ouverts partout comme c'est le cas, le jour des élections. Il y avait des bureaux de vote ouverts, en règle générale, un par arrondissement, donc il fallait quand même aller se déplacer. C'est vrai que si on avait eu, par exemple, une votation électronique, je pense que le la participation aurait été bien meilleure. Donc on avait, on va dire, des modalités de vote qui étaient pas forcément, très favorable à une très, très forte, mobilisation. Pour autant, 56 000 personnes, c'est pas rien et ça vaut tous les sondages. Parce que lorsqu'on fait des sondages, en règle générale, on interroge 500 000 personnes, rarement plus. Là, quand vous avez 56 000 personnes, qui votent et qui se déplacent, ça vous donne une indication et quand c'est à 66 en faveur, ça vous donne quand même une image assez, claire et nette de l'avis, des Parisiens et donc voilà, les Parisiens aujourd'hui, ils sont en demande aussi que l'on continue à végétaliser la ville, qu'on continue à piétonniser davantage, de rues. C'est ce qu'on a fait notamment avec, les fameuses rues aux écoles, qui sont les rues dans lesquelles donc, se trouvent les écoles, où on a piétonnisé les abords, et végétalisé et planté les arbres quand c'était possible en fonction, des sous-sols, hein. Il ne faut pas que les réseaux encombrent les sous-sols et empêchent, les plantations et donc quand c'est possible, on le fait et on voit que ce programme aujourd'hui, il est très, très populaire et que, ça permet aussi d'avoir, non seulement la sécurité, quand, on se rend avec, ses enfants, à l'école, ça permet aussi, aux parents de papoter en attendant, la sortie d'école, ça permet aux enfants de jouer après l'école et même au-delà, simplement, il n'y a pas qu'au moment de l'école, les autres temps de la semaine, pendant les vacances scolaires et bien, les enfants peuvent aussi, jouer et profiter d'un nouvel espace. C'est en quelque sorte une forme de jardin, hein, qu'on ouvre, une forme de rue jardin, quand elle est végétalisée que l'on ouvre aussi, à ses usages. C'est aussi, par exemple, quand on a la possibilité d'installer des bancs, très bien pour les personnes âgées qui peuvent aussi faire une pause, sur leur, trajet et ce que l'on a vu, c'est quand même assez extraordinaire, c'est qu'on a vu des gens qui détournaient leur trajet, et préféraient passer par les rues, où il y avait ces aménagements plutôt que par des rues parallèles plus ordinaires, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable d'être C'est dans une clair. rue calme, piétonne, sécurisée et où on a aussi l'agrément de la verdure. Donc voilà,
Cette votation citoyenne, elle s'est inscrite dans cette situation-là, dans ce contexte-là, où aujourd'hui, les Parisiens, très majoritairement, nous disent d'aller encore plus loin, et plus fort sur, la renaturation de la ville. Comment vous accompagnez justement les Parisiennes et les Parisiens dans ces changements un peu des fois radicaux qui peuvent être un peu déstabilisants? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux à Paris et on ne sait pas forcément toujours, quelle est la nature des travaux et pourquoi, tel ou tel chantier se fait. Alors il y a beaucoup de chantiers qui, se font parce qu'on a des réseaux à Paris qui sont enterrés, donc ça peut être des réseaux d'électricité, de gaz, de chauffage, ça peut être la fibre, enfin il y a plein de raisons à tous ces chantiers. Et puis il y a des chantiers aussi qui permettent de réaménager les rues. Il faut savoir que dans cette mandature, on a végétalisé 300 rues à Paris. Ça s'était, jamais fait, auparavant autant. La moitié d'entre elles étaient, des rues aux écoles qui ont été, piétonnisées. Il y a eu des consultations, c'est-à-dire que bien souvent d'ailleurs, au-delà de la question des rues aux écoles, les autres rues qui ont été, végétalisées et plantées, l'ont été à l'issue de concertations avec les habitants. On avait un programme qui s'appelait, «Embellir votre quartier» et dans lequel, en fait, on faisait un diagnostic par quartier, des rues, sur lesquelles il y avait des potentiels en termes de plantation et ensuite on a utilisé une plateforme, numérique, de vote. Il y avait aussi la possibilité de voter en format, papier et cette plateforme Décider.Paris, elle permettait aux gens de dire quelles étaient leurs priorités d'aménagement pour leur quartier et donc on a co-construit en quelque sorte aussi des programmes d'aménagement de ces différents quartiers avec, les demandes des habitants et donc bien de ces aménagements, en fait, ont été en réalité proposés par les habitants eux-mêmes, donc c'est aussi un moyen, bien évidemment, de les associer et de faire en sorte qu'il y ait une acceptabilité, de tel ou tel aménagement puisqu'il est tout simplement aussi demandé par les habitants eux-mêmes. Si on revient un peu sur les arbres, bon, vous aviez donné, 170 000 arbres à planter d'ici 2026, si je ne me trompe pas. Enfin, en tout cas, c'était un objectif, on va dire à atteindre si possible. Alors j'ai lu d'autres choses comme quoi on pouvait peut-être plus prétendre à 150 000 arbres et que ces 170 000, en fait, correspondaient à une prévision liée au nombre de naissances, c'est ça? Sur la mandature. Comment on gère ce genre de projet, à cette ampleur? Et ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, quelles sont les essences que vous recommandez donc, aujourd'hui, pour faire face au changement climatique? Oui, alors, vous l'avez dit, l'idée de, planter 170 000 arbres en 6 ans est venue notamment du fait que 170 000, ça correspond au nombre de naissances attendues pendant 6 ans, dans une ville comme Paris et l'idée, c'était de dire: «Voilà, pour chaque naissance, on va planter un arbre». Mais sinon, ça n'a aucune base scientifique ou quoi. Disons que c'est vraiment un mot d'ordre de mobilisation. Il y a une symbolique derrière, qui est d'associer donc l'arbre à la vie. Heu et c'est un effort qui n'avait jamais été fait, auparavant. Il faut savoir qu'entre 2014 et 2020, sont 20 000 arbres qui avaient été plantés. Donc vous voyez, on est quand même dans un rapport de 1 à 8, entre l'un et l'autre et donc forcément, il a fallu recourir en fait à des techniques différentes, en fonction des endroits. Donc heu, si on regarde du point de vue, du chiffre, l'essentiel en fait des plantations sur les 170 000. Alors en réalité, effectivement, vous l'avez dit, on va arriver à 150 000 et non pas à 170, mais je le rappelle, 170 000, c'était un objectif de mobilisation. Voilà, on y est presque, et on n'a jamais atteint ce chiffre de toute façon. Et sur ces 150 000 plantations, on a notamment des plantations, sur les talus du boulevard périphérique ou encore dans les 2 bois parisiens, où on va venir densifier des plantations, existantes, pour sur le périphérique, par exemple, filtrer la pollution, filtrer le bruit, ça peut servir aussi, à ça. Et puis dans les bois, ça va permettre aussi, de renforcer, les, massifs forestiers des 2 bois en question et donc c'est là qu'on va pouvoir planter massivement. Et dans ce cas, on utilise des techniques qui sont bien différentes de celles qu'on a dans les rues de Paris. On va utiliser une technique dite Miyawaki, c'est notamment le fait de recourir à des plantations très, très denses, sur un espace, restreint et dans lequel,
il va y avoir une sélection naturelle qui va s'opérer, avec le temps et donc on est dans une idée qui est très différente des plantations dans les rues. Donc et ça va être tout à fait complémentaire des autres plantations qu'on va faire dans les autres espaces, sur lesquels on a, des arbres qui sont plantés, comme arbres d'alignement dans les rues, heu et on a aussi eu, une méthode nouvelle avec les fameuses forêts urbaines sur lesquelles, sur, 4 sites, la place de Catalogne, la place de l'Hôtel de Ville, la place du Colonel Fabien et le bois de Charonne, qui est situé dans le 20e arrondissement. On a des plantations qui sont plus denses que celles que l'on a dans les rues, mais moins denses que celles que l'on a avec la technique Miyawaki. Donc on est un peu dans un entre-deux où on a, des plantations qui sont relativement denses, mais quand même assez espacées et qui permettent en fait, de recréer un environnement, forestier avec notamment un sous-couvert, enfin sous les arbres donc on a, quelque chose qui, un tapis en quelque sorte et donc ce qu'on appelle des strates basses et une strate arbustive qui ressemble à celle que l'on a, dans les bois. Avec, des espaces qui, sont, non accessibles, Au public. aux promeneurs, hein, qui peuvent pas donc marcher dessus et donc ça nous permet aussi de planter, de manière assez, significative, sur la seule place de Catalogne dans le 14e arrondissement, sur, 4 000 carrés, on a pu ainsi planter 478 arbres, et des milliers, d'arbustes, pour faire donc cette micro-forêt, urbaine qui est venue complètement transformer, le paysage de ce quartier qui était auparavant complètement minéral et qui est devenu maintenant donc, cette forêt urbaine qui est un support d'usage aussi puisque maintenant les habitants du quartier viennent aussi, s'y promener et s'y reposer dans une clairière que l'on a laissée, quand même, accessible au public. Donc voilà, c'est ces différentes, méthodes en fait de plantation qui nous ont permis, d'arriver à 150 000, plantations et puis, pour, ce qui est des essences, on fait 2 choses. En fait, on fait un mix entre des essences dites indigènes, c'est-à-dire des essences locales, régionales et puis des essences dites d'avenir, parce qu'on sait que le climat va changer. Les arbres qu'on plante aujourd'hui, on espère qu'ils seront présents dans 20, 50, 80, 100 ans et on sait que à ces échéances-là, le climat aura changé et qu'il sera plus chaud que ce qu'il est aujourd'hui et donc ça veut dire qu'il faut que l'on ait à la fois des essences indigènes parce que c'est ce qui permet aussi à la biodiversité locale de pouvoir se développer, mais aussi des essences d'avenir et donc des essences dites méditerranéennes qui vont être adaptées au stress hydrique, c'est-à-dire le fait d'avoir moins d'eau, qui vont être adaptées aux vagues de chaleur, qui vont être adaptées donc à, des conditions, climatiques différentes de celles que l'on a eues par le passé et ça veut dire, par exemple, qu'il y a des essences qui n'ont pas d'avenir aujourd'hui à Paris. Par exemple, le hêtre, qui est, une essence qui a besoin de beaucoup d'eau, qui boit beaucoup d'eau, et bien, on sait que cette essence va partir de plus en plus vers le nord de la France et vers le nord de l'Europe. Et donc on ne plante plus de hêtre à Paris. Mais par contre, on va planter des, heu, des essences, locales, donc des chênes, des charmes, tilleuls, qu'on plante, qu'on connaît bien à Paris, mais on va aussi aller sur les essences d'avenir dont je parlais, avec des micocouliers, de Provence, des érables de Montpellier, des chênes verts, des chênes lièges, donc qui sont, des essences qui, supportent beaucoup plus, la chaleur et pour lesquelles on espère qu'elles seront toujours là, à la fin du siècle, à venir. Intéressant. Si l'on vient maintenant à la répartition justement du territoire, les copropriétés, les propriétés privées représentent, plus de la moitié, voire la majorité, du territoire parisien. Vous me confirmez? Oui, quelque chose comme ça, oui. Je suis pas en charge de l'urbanisme, donc j'ai pas D'accord. les chiffres J'ai exacts en pas réussi à trouver tête, les mais grosso les bons modo, c'est chiffres. ça, oui. Ouais. Hem, Quel levier la ville donc de Paris, utilise-t-elle pour encourager justement, les propriétaires privés, les copropriétés, les entreprises, les particuliers à végétaliser leurs espaces et participer à la végétalisation de la ville? Oui, alors on a plusieurs outils pour ça.
Il y a un outil qu'on a mis en place qui s'appelle CoProAsis pour les copropriétés. Donc CoProAsis, ça vient de la contraction de copropriété et oasis, avec l'idée de dire que il faut qu'on arrive à faire en sorte que les cours d'immeubles, soient des cours oasis en quelque sorte, et qu'elles ne soient pas des fours. Et pour ça donc, il faut pouvoir, les débitumer, les désimperméabiliser, les végétaliser, pourquoi pas y planter des arbres quand c'est possible. Et on a, donc un en lien avec l'Agence parisienne du climat, qui, notamment, travaille sur le volet, technique, on a mis en place une aide financière, au niveau de la ville de Paris, à destination des copropriétés avec, une aide pour les études, heu, qui est de 5 000 €, qui peut aller jusqu'à 5 000 € et puis une aide financière qui peut aller jusqu'à 30 000 € et représenter 80 du montant hors taxe des travaux à réaliser. Donc ça veut dire que c'est la ville qui prend essentiellement en charge les travaux à réaliser jusqu'à, 30 000 € pour, débitumer une cour, pour, aménager, un jardin, pour planter, des arbres et pour ça donc on a l'appui technique, notamment des équipes de l'Agence parisienne du climat qui, accompagnent désormais, les copropriétés, sur le volet énergétique, depuis un certain nombre d'années, qui ont acquis aussi une expertise, dans l'accompagnement des copropriétés. Donc ça démarre et ça démarre très, très bien, on a plusieurs, exemples, d'ores et déjà de copropriétés qui se sont, saisies, de cet outil pour, végétaliser, telle cour d'immeuble ou pour, planter les arbres, au sein d'une copropriété et donc je pense que c'est un outil, qui aujourd'hui peut-être est encore au stade artisanal, mais qui a vocation à passer à une échelle plus industrielle, si je peux utiliser, cette image-là, pour là aussi répondre, aux besoins des copropriétés. Et puis on fait la même chose aussi avec, les, bailleurs sociaux, dans, l'habitat social. Il y a, des aides de la ville de Paris, avec des programmes, d'îlots de fraîcheur qui permettent là aussi de faire des travaux similaires, mais ça passe par un autre, un autre type de financement. Et puis, on a mis en place, avec, mon collègue Dan Lert qui est en charge du plan climat, un pacte pour les entreprises et pour les institutions, qui, s'appelle le pacte Action Climat Biodiversité et dans lequel on finance là aussi et on met à disposition, des ressources, notamment, techniques pour accompagner là aussi des institutions privées qui veulent, aller vers, la transition écologique avec notamment des actions sur le climat ou sur la biodiversité. Comment on fait cohabiter, maintenant les projets de rénovation, la construction de bâtis, et la préservation de la biodiversité, mais aussi l'espace alloué, aux espaces verts? Alors, là aussi depuis, 15 ans ou 20 ans, on voit quand même une évolution notable. Alors, pour ce qui est d'une ville comme Paris, mais je pense que c'est une évolution qu'on voit aussi dans d'autres villes, à savoir que, la densification à travers la construction de nouveaux immeubles est de moins en moins acceptée et donc, bon, Paris a quand même une particularité, c'est que c'est, la ville, la plus dense d'Europe et parmi les plus denses même au monde avec, plus de 20 000 habitants au kilomètre carré et si on prend les usages, Paris, c'est 2 100 000 habitants, mais c'est 3,7 millions de personnes qui sont présentes chaque jour à Paris avec, les personnes qui viennent travailler, avec les touristes, les visiteurs, et donc il y a une pression, je dirais, en termes d'usage qui est extrêmement forte et de ce point de vue-là, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que, au niveau des Parisiens, il y a une demande à ce que, on ne soit plus dans la construction de nouveaux immeubles, mais plutôt dans la réutilisation de l'existant. Ça va aussi avec l'idée d'avoir, des projets qui soient, moins impactants en termes, carbone. Quand vous construisez, vous avez forcément un impact en termes carbone parce que ça va nécessiter quand même, un balai de camions, des grues et autres qui font que, on a un impact. Alors que maintenant, si on fait appel plutôt à, de la, rénovation ou de la réutilisation de bâtiments existants, donc on peut avoir quand même un impact carbone, plus faible. Donc, on est dans cette idée-là et le plan local d'urbanisme, bioclimatique qui a été, voté au Conseil de Paris en novembre 2024, il a pris ce virage de dire que,
la ville désormais, on va la reconstruire sur elle-même et ce PLU, ce plan local d'urbanisme, il est basé sur l'idée de dire que on va plutôt privilégier la rénovation, la réhabilitation du bâti existant plutôt que la construction, comme l'était, auparavant le PLU qui datait de 2006, mais qui était de plus en plus contesté et où on avait de plus en plus de contentieux d'ailleurs quand il y avait des nouveaux projets de construction. Donc, voilà, c'est aussi, l'air du temps en quelque sorte qui privilégie, cela et ça montre aussi qu'il y a une demande d'aération des villes et une demande d'avoir des accès à des espaces, libres et à des espaces verts et l'un des objectifs aussi du plan local d'urbanisme, c'est de pouvoir, protéger, les espaces verts intérieurs, de copropriétés ou d'habitations privées, ce qu'on appelle les EVP, les espaces verts protégés, qui sont désormais sanctuarisés. On n'y touche plus, heu, alors que dans le précédent PLU, on pouvait, malgré tout, faire des constructions dessus. Il y a voilà une volonté en tout cas de retrouver de la pleine terre, de préserver beaucoup plus fortement, l'existant, de travailler sur la réhabilitation. Éventuellement d'autoriser une surélévation, des bâtiments, avec par exemple des végétalisations de terrasses, qui permettent aussi, de végétaliser, davantage qu'aujourd'hui. C'est plutôt ça les grandes orientations en termes d'urbanisme et avec l'idée aussi qu'on a inscrite dans le PLU d'aller soit créer, soit ouvrir des espaces verts existants qui ne sont pas accessibles aujourd'hui au public et de faire en sorte qu'on puisse les rendre accessibles, et on a déjà commencé. Je vais prendre 2 exemples. Un exemple dans le 7e arrondissement de Paris, juste à côté de l'hôpital, Necker, il y a, un institut qui s'appelle l'Institut national des jeunes aveugles qui, comme son nom l'indique, accueille, des personnes non-voyantes, qui, notamment, viennent, en semaine et le week-end, ce public-là n'est pas présent et donc le week-end, désormais, on ouvre le jardin de cet institut aux habitants du quartier et donc on a ainsi un usage en temps partagé qui permet de bénéficier, d'un jardin qui n'était pas ouvert. Et puis, un autre exemple, c'est, l'ouverture des jardins du Val-de-Grâce que l'on va ouvrir dans quelques jours, d'ici la fin du mois de janvier, 2026, au public. C'était, auparavant des jardins qui n'étaient pas accessibles au public puisqu'ils étaient dans une enceinte qui était celle, de l'ensemble, du Val-de-Grâce qui est un ensemble, hospitalier et militaire. Et donc, voilà, on a 1,7 hectares de jardins, qui ont été, réaménagés d'ailleurs par la ville, à ses frais et qui vont être ouverts au public et donc ça permet aussi de faire bénéficier des jardins existants à tout le monde et l'objectif d'ici 2040, c'est de faire en sorte que l'on ait 300 hectares, d'espaces verts supplémentaires accessibles, soit créés, soit ouverts alors qu'ils ne l'étaient pas. Excellent. Vous avez une casquette qui est celle de la condition animale. Comment, les sujets de conditions animales et de biodiversité s'articulent-elles, dans vos missions, dans votre délégation? Est-ce que vous avez des projets concrets qui font le lien entre les 2? Oui, alors la délégation conditions animales, c'est la première fois qu'il y a, cette délégation, qui est attribuée à un élu, adjoint à la maire de Paris, depuis 2020. Ça correspond aussi à une évolution sociétale qui est très forte, hein, qui est, la question des attentes, des citoyens sur les animaux, que ce soit les animaux domestiques comme les animaux, sauvages. Il y a une volonté de protéger la faune sauvage. Il y a une volonté aussi, que, lorsqu'on a un animal domestique, un chien ou un chat, on puisse bien vivre avec, quand on est, en ville et donc ces attentes, elles sont extrêmement fortes. Elles s'étaient exprimées notamment, il y a quelques années à travers la question de l'utilisation d'animaux sauvages dans les cirques. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais Paris a été une ville pionnière en la matière puisqu'on a été l'une des premières villes à interdire l'utilisation des animaux sauvages, dans les cirques. Donc en considérant que, les lions, les tigres, les éléphants, n'avaient rien à faire aujourd'hui, à rester, enfermés dans des cages et à faire des numéros, de cirque et que ça correspondait à un autre temps et donc au-delà de simplement de cette question-là, il y a la question de la faune sauvage, ce qu'on appelle aussi les animaux liminaires.
c'est, la question des pigeons, des rats, des corneilles, mais aussi celle des moineaux, par exemple. On sait que les populations de moineaux ont beaucoup diminué depuis, 25 ans dans les villes et on a cherché à comprendre pourquoi, et quels pouvaient être les moyens de faire revenir aussi, ces populations et ces colonies de moineaux, domestiques, dans nos villes. Et pour cela, donc, on travaille beaucoup avec les associations comme la Ligue de protection des oiseaux par exemple, avec laquelle on a mis en place un programme qui s'appelle Quartier Moineaux, dans lesquels on va identifier des colonies de moineaux qui peuvent être menacées et en déclin et sur lesquelles on va essayer de mener des actions pour permettre justement à ces colonies d'être redynamisées. En gros, il faut leur offrir le gîte et le couvert. Voilà, le gîte, c'est-à-dire un habitat, propice, donc notamment des haies, des petits arbustes, des choses comme ça. Et puis le couvert, c'est-à-dire, d'avoir accès à manger avec des graines. Donc, on va essayer de planter des haies ou des arbustes qui produisent justement des graines qui vont permettre aussi de pouvoir nourrir, les oiseaux. Et on a des résultats qui sont assez intéressants puisqu'on a réussi à stabiliser, le nombre de d'oiseaux alors qu'il était auparavant en déclin. Et on va continuer à travailler donc, pour faire revenir les moineaux à Paris qui sont quand même aussi un des symboles, hein, de Paris, les voilà, Une les capitale, moineaux hein. qui viennent, picorer à côté de vous quand vous êtes, assis à une terrasse de café, ça fait partie aussi des images de ce qu'est, le, voilà, la Parisian way of life, pour utiliser, un terme qui n'est pas français. Et ça, c'est un exemple d'action. Et puis il y a plein d'autres actions, pour lesquelles donc là aussi on essaye de faire en sorte qu'on vive mieux avec son animal en ville. On a, la question de la place des chiens en ville qui est très, importante aussi. On a beaucoup de propriétaires qui aujourd'hui, veulent bien vivre avec leur animal en ville et donc il faut leur permettre d'avoir accès à plus d'espace. Donc c'est des espaces canins, qu'on a créés. On en a 43 désormais. On était quasiment parti de zéro, pour permettre aux chiens de s'égayer et de pouvoir, gambader sans être en laisse. Et puis, c'est aussi davantage d'espaces verts que l'on ouvre aux chiens tenus en laisse, avec des zones bien délimitées parce qu'il ne faut pas, non plus que, ça puisse venir, par exemple, poser des problèmes avec les zones où il y a des jeux d'enfants, par exemple. Donc, tout ça, ça fait partie, je dirais, des mesures dans lesquelles on va essayer de concilier, on va dire, les besoins, des animaux et leur bonne intégration, on va dire, dans le quotidien de la ville. Et je terminerai sur la question du lien entre biodiversité et conditions animales. Ça va de pair. C'est-à-dire que, une ville dans laquelle les animaux se sentent bien, eh bien, c'est une ville qui se porte bien du point de vue de la biodiversité. Et il y a un seul exemple pour ça, c'est, les renards et les renardeaux. Vous l'avez peut-être vu, du Père-Lachaise. Ils sont très, présents et très célèbres, sur les réseaux sociaux puisqu'on a un conservateur au Père-Lachaise qui est aussi un fan de photographie et qui, les prend, en photo, au moment où le parc, enfin où le cimetière est fermé au public, puisque c'est à ce moment-là que les renards, sortent et les renardeaux également. Et donc le simple fait qu'il y ait la présence de renards à Paris, soit au cimetière du Père-Lachaise ou bien encore sur la petite ceinture ferroviaire, ça montre que, la biodiversité se porte bien. Génial, très bonne nouvelle. Comment travaillez-vous avec vos équipes? C'est quoi le type de philosophie, de management qu'on a sur Paris? Alors moi, il faut savoir que les espaces verts, par exemple, à Paris, c'est plus de 500 jardins et c'est plus de 500 jardins, 530 exactement. Ils sont entretenus au quotidien, par des jardiniers, heu et à Paris, depuis une quinzaine d'années, on n'utilise plus de pesticides, donc on n'utilise plus d'intrants chimiques, dans, l'entretien des jardins. D'ailleurs, ça a des, répercussions très favorables sur la biodiversité puisqu'on a vu notamment des espèces, d'oiseaux ou d'insectes revenir dans les jardins parisiens. Ça a des conséquences y compris sur la petite faune, on vient de prendre l'exemple des renards et ça a aussi des conséquences positives sur la santé, des agents parce que, utiliser, des produits chimiques, n'est pas sans conséquence aussi, pour eux. Et donc, il a fallu, complètement, révolutionner aussi les pratiques, passer, dans ce qu'on appelle aussi, la gestion différenciée, où on va, laisser parfois, faire aussi,
la nature sur certains espaces où on va pas intervenir. Donc il y a des espaces qui vont être un peu plus entretenus et puis il y en a d'autres où auparavant on avait, tendance à passer le sécateur ou la tondeuse, où on va au contraire laisser faire la nature. Parce que justement c'est aussi bon pour la biodiversité. Alors parfois ça peut donner l'impression, De friche. d'espaces, on va dire, qui sont, laissés à l'abandon, ou de friches et en fait non. C'est tout simplement le fait qu'il y a un cycle de la nature, il y a des saisons et que, parfois la nature elle est flamboyante au printemps et à l'été et puis, elle peut être aussi flamboyante à l'automne et puis l'hiver, bah, elle est, forcément moins exubérante, C'est ça. et moins luxuriante, moins foisonnante, et parfois aussi l'été, s'il y a des, périodes de sécheresse, l'herbe ça jaunit, hein, voilà donc il faut aussi accepter ce genre de choses. Donc il y a aussi tout un changement culturel qui, je pense se fait aussi. Bon, on constate que selon les catégories d'âge, c'est plus ou moins accepté. C'est vrai que, pour des catégories d'âge qui, de gens qui ont été habitués par le passé à, une nature qui était bien, Linéaire. ordonnée, le jardin à la française, hein, de le nôtre, forcément ça change. Mais on voit que, il y a aussi beaucoup de gens qui, s'accommodent et qui considèrent que, bah, c'est normal de laisser aussi, voilà, la nature, s'exprimer, telle qu'elle est et que, c'est aussi bon donc pour la biodiversité, c'est bon pour la faune et la flore et donc c'est dans ce sens-là qu'on va donc et les équipes aujourd'hui, elles se sont faites aussi à cette nouvelle manière de fonctionner donc bien évidemment, il y a tout un accompagnement à faire en termes de management des équipes pour faire en sorte que, les nouvelles pratiques, se mettent en place. Et il y a des formations pour ça, bien évidemment, pour accompagner le mouvement. Vous êtes combien aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente le nombre de jardiniers sur la ville de Paris à peu près? Alors, le nombre total, en fait, hein, d'agents qui sont à la direction des Ouais. espaces verts et de l'environnement à Paris, c'est plus de 3 000. Et Ah, là-dedans, il y a, des jardiniers, je pense, ils doivent représenter, une bonne moitié des effectifs, hein, de la direction. On a aussi, les fossoyeurs pour les cimetières, hein, qui font ce travail, dans les cimetières, qui sont aussi rattachés aux espaces verts parisiens et si on prend l'exemple du cimetière du Père-Lachaise, c'est considéré comme un jardin aussi et dans lequel il y a beaucoup de gens qui viennent, aussi s'y promener et puis on a aussi les arboristes élagueurs qui prennent soin de nos arbres à Paris, qui viennent, aussi, les, heu les entretenir. comment vous voyez la capitale à l'aube de 2050? Qui sait, à quoi ressembleront nos villes en 2050? Hem, Elles seront forcément plus vertes. C'est un impératif, c'est-à-dire que je ne vois pas d'autre choix que d'avoir, des villes, qui sont en grande partie renaturées, parce que c'est, une exigence en termes de résilience, tout simplement. Résilience des villes et donc résilience des populations. Parce que, derrière le changement climatique, il y a, des périls, qui peuvent très gravement affecter les populations et on sait que Paris, de par sa configuration, de par sa morphologie urbaine, c'est-à-dire un habitat extrêmement dense, est particulièrement vulnérable, notamment, en période de vagues de chaleur et puis il y a aussi le fait qu'on a des toits en zinc, qui font partie du charme de Paris, c'est vrai. Le fait d'avoir, vu du ciel, cette image de Paris, mais ça entraîne aussi derrière, des, températures extrêmement élevées, notamment au niveau des derniers étages, et donc si on ne fait rien, on va se poser à très court terme, hein, et pas simplement à 2050, la question de l'habitabilité, des derniers étages, des immeubles d'habitation, en tout cas des immeubles, de type haussmannien qui ont ces toits en zinc et donc la ville en 2050, évidemment, je la vois beaucoup plus verte qu'aujourd'hui, et donc je la vois notamment avec, des rues qui auront été beaucoup plus, végétalisées encore qu'elles ne le sont aujourd'hui, avec, peut-être,
de nouveaux parcs. Peut-être même qu'on ira vers la déconstruction de certains bâtiments pour, retrouver un sol permettant de créer, des parcs, dans certains, quartiers, qui en sont, dépourvus. Et honnêtement, je vois pas d'alternative à cela si on veut que d'ici, 25 ans, nos villes restent, désirables, enviables, et donc habitables, pour toutes et tous. Pour la dernière question, un petit rituel, c'est si vous deviez convoquer, 2 personnes disparues ou vivantes à participer à une balade avec vous, dans un des plus beaux parcs de Paris, ou en tout cas, le parc que vous préférez le plus. Quelles seraient-elles? Les personnes ou les parcs? Les personnes et les parcs si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez nous Alors les recommander les 2. personnes, les personnes, disparues, Ou waouh! vivantes. Alors j'avoue que j'avais pas anticipé la question. Hem, Bah, peut-être le baron Haussmann pour, lui demander, ce qu'il penserait du Paris d'aujourd'hui par rapport à ses créations. Il a créé quand même avec, l'ingénieur Alphand les promenades de Paris et c'est lui qui a aussi, obtenu de l'État que les 2 bois de Vincennes et de Boulogne soient rattachés à Paris pour, permettre notamment la promenade, des Parisiens et qu'ils viennent aussi, s'aérer, notamment le week-end. Donc voilà, je convoquerai peut-être le baron Haussmann et puis il faudrait que je convoque une femme pour que ce soit paritaire et pas que ce simplement que ce soit des hommes. Hem et bah, peut-être Sarah Bernard. Alors pourquoi Sarah Bernard? Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle a comme rapport avec, la nature? Et en fait, il y a un jardin, qui s'appelle le square Sarah Bernard qui est à côté de l'endroit où j'habite et c'est l'endroit aussi où, j'allais quand j'étais gamin. Où j'ai usé mes culottes courtes et voilà, je lui demanderai: «Est-ce que ce jardin vous plaît? Est-ce que, ça correspond, au peut-être au Paris rêvé, qui aurait été le vôtre, à votre époque?» Voilà, c'est un jardin d'ailleurs qui a été réalisé, dans les années 30, qui est avec un style un peu art déco et donc voilà, je lui demanderai est-ce que, ça correspond à un Paris que vous auriez, aimé, vivre aujourd'hui, 100 ans après que vous ayez, vécu à Paris? Excellent. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ces 2 références. Merci Christophe pour votre participation Merci à vous. et cette richesse d'échange. Je vous souhaite une bonne continuation, mais avant tout, j'aimerais savoir comment on peut vous contacter? Est-ce que vous êtes visible sur les réseaux? Donnez-nous un peu plus d'informations, si on a des questions à vous poser. Ah, bah, écoutez, je suis visible sur les réseaux, oui, bien sûr, Instagram, notamment, ou encore, LinkedIn, et donc vous pouvez bien évidemment me contacter sur ces réseaux si vous le souhaitez. Merci beaucoup et Merci à à très vous. bientôt. Plaisir. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser des étoiles, 5 de préférence sur votre plateforme d'écoute préférée. Enfin, afin de ne rater aucun épisode, inscrivez-vous à notre newsletter, newsletter.dailygreen.fr. Prenez soin de vous.